Pour la suite de notre table ronde, nous allons passer à Elbar Bramouni, pardon. Ancienne étudiante du master conseil éditorial. Vous êtes chargée de diffusion au centre de réflexion sur l'action et les savoirs humanitaires de la Fondation Médecins sans frontières. Donc, pour approfondir notre réflexion, vous allez nous parler des questions auxquelles les autorités politiques sont amenées à communiquer dans les situations de catastrophe sanitaire. Sans plus tarder, je vous laisse la parole et c'est à vous. Merci beaucoup. Tout d'abord, je voulais remercier les organisateurs de m'avoir invitée. Et bien que j'aurais préféré une réunion physique, je suis tout à fait heureuse de participer à cette journée. Je vais partager ma présentation. Hop, vous pouvez me dire si vous la voyez. Oh, parfait. Alors, je me lance. Comment les humanitaires peuvent se préparer dans les débats publics, se repérer dans les débats publics induits par les épidémies. Donc, dans les épidémies, il y a une dimension médicale et sanitaire, on parle de catastrophe, une dimension institutionnelle, c'est l'urgence, à savoir les secours mis en place, et une dimension sociale, politique et médiatique, la crise. Alors, ici, c'est plus particulièrement une crise de sécurité publique, dans la mesure où la sécurité publique est la fonction primordiale du politique, c'est une des fonctions régaliennes de l'État, et que les conséquences des épidémies, c'est une atteinte aux biens et aux personnes, évidemment des morts, des déficits fonctionnels, mais aussi des pertes économiques, en particulier dans les épidémies. Donc, bien souvent, les humanitaires, ils s'intéressent en premier lieu à la dimension médicale et sanitaire. Pourtant, ils doivent s'intéresser également à la dimension sociale, politique et médiatique. Pourquoi? Parce qu'ils ont une responsabilité sur un objet délimité qui est justement cette politique des secours. La présentation que je vais faire aujourd'hui, elle est construite à partir de questions qui sont adressées par la société civile aux autorités politiques. C'est des questions qui sont récurrentes et qui, dans toutes les épidémies, et autour desquelles donc, se cristallise la crise. Ces questions sont autant de pressions exercées sur les autorités politiques qui peuvent aller, donc des pressions qui peuvent aller jusqu'à la remise en question de la légitimité des autorités politiques. Donc ces questions-là, je les ai regroupées donc, en 4 parties. Je ne vais pas lire ici parce qu'on va peut-être perdre trop de temps. Je ne les détaille pas, je passe directement à la première série de questions. Donc, ce sont bien des questions qui sont adressées par la société civile aux autorités politiques. La première, c'est que savez-vous et que déclarez-vous? Donc, confirmez-vous l'existence d'une épidémie? Je vais vous donner un exemple précis. On est en 2004 dans une province de l'Éthiopie et il y a une épidémie de palu. Le ministre de la Santé organise une conférence de presse avec l'UNICEF et l'OMS pour dire il n'y a pas d'épidémie de palu dans mon pays. Donc là, on remarque une négation d'un événement remarquable. Et pourtant, sur le terrain, MSF a des équipes qui sont en train de répondre à une épidémie de palu dans la région. Il y a bien un excès de cas par rapport aux années précédentes. Donc ici, l'État ne veut pas être considéré comme défaillant et donc nie l'existence de l'épidémie. Ensuite, la deuxième question qui va être posée aux autorités politiques, c'est connaissez-vous l'origine de l'épidémie? Autre exemple, donc c'est l'épidémie d'Ebola en 2014, la grande épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest en 2014. Quand on a posé la question de quelle est la cause de cette épidémie, il y a eu une réponse qui a été apportée, qui a été donnée, c'est parmi beaucoup de réponses, mais c'est une cause animale. Donc, ce serait la consommation de viande de brousse qui serait à l'origine de la transmission de la maladie à l'homme. Ça a impliqué une interdiction donc, de consommer la viande de brousse, alors que pour aucune donnée, aucune preuve permettait de prouver que l'épidémie provenait de la consommation de viande de brousse. Ce qu'on voit ici, c'est que c'est primordial pour le politique de s'exprimer sur cette question-là. On dit que la politique a horreur du vide, et donc si on dit qu'il y a un malheur qui existe, il faut dire quelle est sa cause.
c'est très difficile, en d'autres termes, pour les pouvoirs publics d'être dans une situation de dire oui, il y a une catastrophe, mais je n'en connais pas la cause. Le premier risque, c'est pour les politiques, donc pour les autorités politiques, c'est d'être taxées d'incompétence et donc pourquoi pas d'être amenées à quitter le pouvoir, ou en tout cas appelées à quitter le pouvoir. Et le deuxième risque, c'est celui de la rumeur. Dans les épidémies d'Ebola, il y a beaucoup de rumeurs. Est-ce que la maladie tout simplement n'existe pas, ou alors la maladie elle aurait été fabriquée dans des laboratoires, etc. Donc le politique, même s'il ne connaît pas l'origine de l'épidémie, il est forcé de s'exprimer sur cette question, au moins pour ne pas être traité d'incompétent, ou alors pour éviter la rumeur. Ensuite, deuxième question qui va être adressée par la société civile aux politiques, c'est que faites-vous? Et que faites-vous pour soigner les personnes touchées, mais également en cas d'épidémie, pour empêcher que d'autres cas ne se produisent? Alors, en santé publique, il y a deux grands paradigmes qui sont les suivants. Le premier, c'est mieux vaut prévenir que guérir. C'est une affirmation tout à fait connue. Et la deuxième, c'est mieux vaut en finir une bonne fois pour toutes. C'est le paradigme éradicateur. Ce que je voudrais montrer ici très rapidement, c'est que ces deux paradigmes sont à relativiser. Le premier, c'est que tout simplement, jusqu'à aujourd'hui, on a réussi à éradiquer qu'une seule maladie, la variole. Et le deuxième, que je vais développer un peu plus longuement, c'est l'importance de ne pas durcir justement cette opposition entre le curatif d'une part et le préventif d'autre part. Donc dans l'épidémie de VIH, à partir de 2008, il y a eu le Swiss Statement, qui est un statement très important, qui dit qu'un patient qui prend correctement son traitement ne sera plus contagieux. Donc c'est très important pour les couples sérodiscordants, où il y en a un qui a le VIH et pas l'autre, mais aussi c'est à partir de là qu'il y a eu cette théorie du contrôle possible de l'épidémie de VIH, car le traitement devient un moyen de prévention. Donc, si toutes les personnes séropositives qui ont un traitement qui fonctionne, sont dépistées, ont un traitement qui fonctionne, alors les transmissions cesseront. Et donc cet exemple est fondamental parce qu'il permet de comprendre que l'opposition entre le curatif et le préventif, ça ne marche pas toujours. Deuxième question qui va être demandée, c'est donc d'une part, qu'est-ce que vous faites pour les populations? Et puis d'autre part, qu'est-ce que vous demandez de faire aux populations? Je prends toujours l'exemple de l'épidémie de VIH, mais cette fois-ci avant les années justement 2008-2010, où il y a eu une généralisation des traitements. C'était une grande partie de la réponse à cette épidémie, elle se construisait autour de la prévention et donc la demande de changement de comportement, à savoir le port du préservatif ou l'abstinence. Et on voit que ces deux moyens-là n'ont pas permis de contrôler l'épidémie. Ça nous amène à penser que peut-être ces demandes adressées aux populations, quand bien même toutes ces demandes de santé publique, elles sont légitimes, mais il faut relativiser peut-être leur efficacité. Voilà, sans outils biomédicaux, c'est très difficile de prétendre contrôler une épidémie. Le deuxième exemple, un exemple un peu plus récent, donc pendant l'épidémie de Covid-19, et je parle de la période du premier confinement, il y a eu une mesure donc d'enfermement des résidents, des personnes en EHPAD dans leur chambre et l'interdiction des visites. Et là, la question qui se pose, c'est pas tant l'efficacité des mesures, même si elle se pose quand même, mais c'est également le caractère autoritaire et liberticide de ces mesures. Donc, voilà, c'est une question importante dans toutes les demandes de modification de comportement de la part des populations. Alors, troisième série de questions à adresser au pouvoir politique. Les ressources sont-elles justement réparties? Et là, la question se pose à la fois au sein de l'épidémie, mais également entre les différents besoins de santé. C'est la question le sujet qu'il aurait fallu ici aborder et que je ne pourrais pas développer, c'est la question du triage. Et je vais juste dire 3-4 remarques, mais ça mériterait évidemment beaucoup plus de temps.
La première, c'est que le triage répond à une logique utilitariste. Et ce que j'aurais voulu développer, c'est que le plus grand bien pour le plus grand nombre, il n'est pas défini à l'avance. Ça change tout le temps. Ce qu'on peut dire, c'est que quand tout va bien, on prend les plus graves ou les premiers arrivés en premier. Quand on est dans une situation de catastrophe, au contraire, on va prendre les cas intermédiaires, c'est-à-dire ceux qui ont le plus de chances de s'en sortir. Dans le cas du Covid-19, vont aller en réanimation ceux qui ont un bon pronostic. Et donc, je vais essayer de vous donner 2 exemples de catégories de personnes qui soit sont rejetées du triage parce qu'ils n'ont pas un bon pronostic, ou alors ils sont rejetés du triage parce qu'ils sont considérés comme non urgents. Donc, je rappelle, là, la question, c'est les ressources sont-elles justement réparties au sein de l'épidémie entre les différents besoins de santé? Alors, au sein de l'épidémie de Covid-19, je prends l'exemple donc du Covid-19, toujours pendant le premier confinement. L'objectif principal, c'était ne pas saturer les services de réanimation. Et pour ce faire, il y a eu beaucoup de moyens qui ont été mis, notamment un moyen assez exceptionnel, le confinement. Pendant ce temps-là, dans une toute petite partie donc, de la population, qui représente 1% de la population, à savoir la population des personnes résidant en EHPAD, on a eu à peu près, donc c'est à peu près 700 000 personnes donc, sur une population de 61 millions d'habitants, donc 1% de la population. On a mis très peu de moyens additionnels, on a même eu moins de moyens, puisqu'il y a eu des travailleurs de santé qui ont disparu et les moyens pour protéger le personnel de santé sont arrivés très tard. Donc, et pourtant, dans cette catégorie-là de population, on a eu 30% des morts qui sont survenus donc, dans le secteur des EHPAD. Donc, on a 1% de la population, 30% des morts, et pourtant, tous les moyens, les moyens ne sont pas allés en priorité en direction des EHPAD, et on peut se demander donc là s'il n'y a pas une injustice dans la répartition des secours. Autre exemple, cette fois-ci entre les différents besoins de santé, toujours l'épidémie de Covid-19 pendant le premier confinement, sur le mois de mars 2021, on a eu une déprogrammation de la moitié des activités chirurgicales en Île-de-France pour faire place à des cas de Covid-19. Donc ces besoins-là, cette fois-ci, ces cas-là, cette fois-ci, ils ont été considérés comme non urgents et pouvant être reportés. Ok. Dernière donc, série de questions que la société civile va adresser au pouvoir politique, c'est dans quelle mesure pouvez-vous anticiper la suite? Alors, il est plus facile évidemment de répondre pour des épidémies ritualisées, à savoir les épidémies saisonnières, par exemple, donc la grippe saisonnière, ou alors les épidémies de palu, on sait qu'il y a toujours un pic à la même période, etc. Les autorités politiques peuvent facilement répondre. Et on sait, un peu de la même manière que sur la question quelle est l'origine de l'épidémie, il est difficile pour les autorités politiques de ne pas répondre quand bien même il n'en serait rien. On a dans cette partie-là l'idée un peu générale que gouverner, c'est anticiper, et que donc il est difficile pour les autorités politiques de ne pas s'exprimer sur le sujet. Et pourtant, ce qu'il faut retenir probablement, c'est que l'épidémiologie permet d'avoir des modélisations et d'anticiper, mais à 15 jours. Donc, il va être très difficile de prédire la fin d'une épidémie, en tout cas de le prédire dans un temps long. Ensuite, comment allez-vous éviter une nouvelle épidémie? Donc là, ça va être des réponses qui vont être très variables en fonction évidemment des épidémies. On peut penser aux grandes campagnes de vaccination contre la rougeole, aux mesures d'assainissement et d'approvisionnement en eau dans le cas du choléra. Voilà, ça va être fonction de chaque épidémie. Dernière question.
Comment allez-vous vous préparer en cas de nouvelles épidémies que vous n'auriez pas pu éviter? Les réponses sont également très variables. Et pour reprendre un exemple que j'ai un peu évoqué, donc la pandémie de Covid-19, on voit bien l'importance, par exemple, des masques et donc des stocks de masques dans ce type d'épidémie là. Voilà, je vous remercie. J'ai essayé d'être rapide parce que je ne savais pas trop le temps que j'avais. Voilà. Eh bien, merci pour cette présentation qui nous a justement permis de donner une vue d'ensemble sur les manières dont furent traitées les différentes épidémies par les pouvoirs politiques et de pouvoir remettre plus clairement en contexte en fait l'épidémie actuelle que nous sommes en train de traverser, ce qui est fort utile. Je pense qu'il y a beaucoup d'interventions pour l'instant dans le chat que nous allons relayer en fait à la fin des 4 interventions. Donc c'est pourquoi je n'en parle pas encore.